j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une FAQ où je vais répondre à toutes vos questions. Il y a quelques semaines je vous ai demandé de me poser toutes les questions possibles et inimaginables qui vous passaient par la tête dans ma story Instagram. J'ai absolument tout relevé sur mon téléphone et j'ai divisé ça en 5 catégories. Je vais essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Donc on va parler vie perso, parcours professionnel, conseils et astuces, enseignement à l'étranger et questions diverses. Ma vie perso et la question que j'ai le plus reçue, tout domaine confondu, c'est est-ce que je suis célibataire ? Alors du coup oui, ça fait 3 ans que je suis célibataire et je le vis extrêmement bien. Je pense qu'avant j'avais un peu ce besoin de dépendance, j'avais besoin tout le temps d'être avec quelqu'un. Je détestais être seule et puis je pense que j'ai eu besoin de me retrouver. Après il y a eu les études, il y a eu le fait que j'entre dans la vie active et que c'est pas un secret, être maîtresse ça prend énormément de temps et d'énergie. Et franchement le soir j'arrivais chez moi à 18h, j'étais presque au lit quoi, j'étais KO, j'avais vraiment pas le temps, ni l'énergie, ni l'envie de faire des rencontres, de rencontrer quelqu'un, etc. Et d'un côté je suis bien contente parce que du coup je n'ai pas d'attache en France, j'y reviendrai mais du coup je peux m'expatrier aux États-Unis sans aucun souci. Après je pense que là ça y est, je vais avoir 27 ans à la fin du mois, je me sens prête pour rencontrer quelqu'un. Bien sûr je force absolument pas les choses, on verra, si ça arrive, ça arrive. Là je pense aussi que j'ai fait un énorme travail sur moi-même et que je me sens bien toute seule, j'arrive à faire des choses toute seule. Là ça fait 3 mois du coup que je suis aux États-Unis toute seule, je me débrouille toute seule. Combien aimerais-tu d'enfants? Si tu pouvais choisir combien de garçons, combien de filles? Est-ce que je pourrais faire des enfants toute seule si jamais je ne trouvais pas ma moitié? Alors dans l'idéal, j'ai toujours voulu beaucoup d'enfants. Je pense aussi c'est pour ça que je suis maîtresse, ça me permet d'avoir des enfants tout le temps près de moi. Dans l'idéal, j'aurais aimé 5 enfants. Je suis pas débile, je sais que les enfants, ça coûte cher, que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et j'ai pas envie de faire des enfants juste pour faire des enfants et combler ce manque que j'ai en moi. Si jamais je dois faire des enfants, bien évidemment, je ne veux pas les faire toute seule. Après, je respecte les personnes qui font des enfants seules et je comprends aussi le truc. J'aurais voulu des enfants très jeunes, j'aurais voulu commencer à 18 ans et même peut-être avant si j'avais pu. Mais bon, le but c'est d'avoir quand même une situation émotionnelle et financière stable, ce que clairement j'avais pas. J'aurais aussi aimé avoir le dernier à 30 ans pour avoir des enfants jeunes et les élever. Pas beaucoup de différence d'âge entre eux et moi. Maintenant, visiblement, je vais avoir 27 ans à la fin du mois. Et du coup, je préfère ne pas faire d'enfant plutôt que de faire un enfant toute seule ou d'en avoir trop tard. Après mûre réflexion, je pense que 2 c'est bien, c'est déjà pas mal, surtout aux États-Unis où on sait que ça coûte très cher. Si jamais j'ai mes enfants ici, il va falloir prévoir un budget pour leurs études. La santé ici ça coûte cher, c'est pas un secret. Donc voilà, et si je pouvais choisir, j'aimerais 2 filles. Avant je voulais que des garçons et maintenant que des filles. Bien évidemment, si j'ai un garçon, je serais quand même très heureuse. Mais je trouve ça trop mignon les filles. Et puis si c'est 2 sœurs, je trouve ça encore plus beau qu'elles puissent être sœurs et copines en même temps. Question suivante, est-ce que quand j'aurai des enfants, je voudrais les exposer sur les réseaux sociaux? Je suis pas du tout fermée à la question. Pour l'instant, j'ai envie de dire non. En tout cas, pas leur visage ou pas souvent. Maintenant, peut-être que quand j'aurai des enfants, je changerai d'avis et je les trouverai tellement beaux que je voudrais les partager. Très honnêtement, je sais pas parce que on sait qu'il y a plein de fous furieux sur internet et j'ai pas envie de les mettre en danger. Maintenant, je sais pas, je peux pas vous dire. Dans l'idéal, non, mais peut-être que je changerai d'avis. Et dernière question sur la vie perso, est-ce que j'aimerais adopter des enfants? Alors quand j'étais petite, je voulais absolument adopter un bébé vietnamien. Ma grand-mère maternelle est vietnamienne et je trouvais ça trop beau. Maintenant, avec le recul, je sais pas si, très honnêtement, j'en serais capable. C'est pas dans les projets en tout cas actuels. Et là, vous allez me dire, oui, tu dis que t'as pas d'enfant, mais t'as fait tout un épisode de podcast sur maman à 15 ans. Alors en fait, c'est une situation très particulière, j'en ferai peut-être juste une vidéo dédiée, mais j'ai été en couple avec quelqu'un quand j'avais 15 ans qui a eu un enfant. Je me suis occupée de cet enfant comme si c'était le mien, même peut-être plus que si ça avait été vraiment le mien, pendant 7 ans. Malheureusement, quand il a eu 7 ans, cette personne a décidé de couper tout contact. Ça a été vraiment, je pense, l'épreuve la plus difficile que j'ai eu à affronter dans ma vie. Donc pour moi, c'était le mien. Malheureusement, aux yeux de la loi, c'est pas le mien. Voilà, donc c'était un petit garçon que j'aimais plus que tout le monde et que j'aime encore plus que tout le monde. C'est encore très délicat. J'espère qu'un jour on se retrouvera, mais en vrai, j'en doute pas une seconde. Je sais que quand il sera adulte, il reviendra et on pourra rattraper tout ce temps perdu.
déjà quel est mon parcours. Donc moi j'ai passé un bac littéraire, à l'époque on pouvait choisir L, ES, S, etc. Donc j'ai pris littéraire, option cinéma audiovisuel. Voilà, donc c'est pour ça je pense qu'aussi j'ai ce petit truc que j'adore sur les réseaux, YouTube, etc. J'ai été vraiment baignée dedans. Puis j'ai fait une licence sciences du langage qui est à peu près la base, on va dire la première base pour l'orthophonie. Donc on apprend vraiment plein de choses, c'est trop intéressant. Avec une mineure FLE, français langue étrangère, parce que j'ai toujours su que je voulais venir vivre aux États-Unis, ça j'adore, pour enseigner le français donc aux étrangers et ou à l'étranger. Je peux très bien enseigner le français à des Chinois à Paris, comme dans une école internationale à Paris ou à l'étranger, donc c'est ça que j'adore. Et puis du coup j'ai fait la suite logique, un master FLE, français langue étrangère toujours, que j'ai fait à distance avec la Sorbonne Nouvelle, ce qui me permettait de partir vivre 2 ans à Miami, d'apprendre l'anglais en même temps. Du coup j'ai été à AEF et je faisais un stage du coup en même temps 2 fois par semaine dans l'école franco-américaine bilingue de Miami que j'ai adoré en grande section. Je pense que la grande section c'est vraiment mon niveau préféré, mon niveau de prédilection. Totalement adoré mon parcours scolaire à partir du lycée, enfin ma 2e, 3e. Avant j'ai détesté ça et du coup ça vient à la question suivante. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'être maîtresse? Pourquoi est-ce que tu as toujours voulu être maîtresse? En fait j'ai pas toujours voulu être maîtresse, j'ai détesté l'école toute petite jusqu'à 3e. C'était vraiment un calvaire pour moi de venir à l'école, c'était horrible. J'avais des maîtresses abominaffreuses qui m'ont vraiment dégoûtée des apprentissages. C'était vraiment à l'ancienne. C'était une école privée sous contrat catholique. Je blâme pas du tout les écoles catholiques. Je continue d'avoir la foi, je continue d'aller à l'église tous les dimanches, mais c'est vrai que c'était très arriéré. C'était vraiment, vous êtes assis, vous bougez pas, vous écoutez la maîtresse a raison, vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous avez tort. Vous avez juste à vous taire. Surtout que du coup j'ai été diagnostiquée l'année dernière d'un TDAH. Ce qui explique aussi du coup beaucoup de choses, je suppose. J'avais du mal à rester assise sur ma chaise et je pense que l'école ça doit pas être fait pour ça. Surtout quand on est tout petit. C'est pour ça que du coup j'aimerais monter une école différente de l'état actuel des choses. Mais ça j'y reviendrai aussi un petit peu plus tard. Depuis combien de temps tu enseignes? Du coup j'ai enseigné pendant 2 ans seulement. Donc j'ai passé mon master FLE que j'ai eu et j'ai postulé dans des écoles aux États-Unis en premier lieu, mais je n'ai pas été prise parce que c'est trop compliqué pour eux de sponsoriser, donner un visa, ça leur coûte cher, c'est chiant à faire les papiers, etc. Du coup j'ai aussi postulé à Paris et j'ai été prise dans plusieurs écoles, donc j'ai pu choisir l'école que je voulais. Ça n'a pas été 2 années faciles, bien au contraire, je vous dis la vérité, ça a été 2 années horribles et traumatisantes. J'en ai pas parlé et je crois pas que je compte en parler non plus sur les réseaux sociaux. Mais du coup, je me suis fait très copine. Je peux même maintenant dire que c'est une de mes meilleures amies, Emma, mon ATSEM. Mais d'un autre côté, je suis quand même contente d'avoir vécu ça parce que je sais ce que je veux, mais surtout ce que je veux jamais reproduire dans mon école. Voilà, donc je pense aussi que c'est important d'avoir de l'expérience dans la vie professionnelle pour monter un projet après. Est-ce que je peux donner une fourchette de salaire pour prof des écoles? Alors je sais que maintenant, les profs des écoles dans l'éducation nationale doivent être payés 2000 € net au départ. Dans les écoles hors contrat, c'est différent, c'est une convention collective spéciale, c'est pas du tout comme dans les écoles publiques sous contrat. Dans les écoles hors contrat, du coup, chacun est libre de faire un peu ce qu'il veut. Moi, j'ai été payée 2300 € net, ce que je trouve pas trop mal, mais encore pas du tout assez payé d'après moi. On devrait être payé minimum 3000 € pour tout ce qu'on fait, toutes les heures qu'on y passe et surtout c'est hyper important. Enfin pour moi c'est l'un des métiers les plus importants parce qu'on forme les futures générations. Encore une fois ça dépend pas que de nous et je pense que c'est vraiment quelque chose à revoir. Est-ce que c'est dur de devenir maîtresse? Alors là encore une fois je vais pas vous mentir, je vais pas vous vendre quelque chose de des étoiles dans les yeux, pas du tout. C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement épuisant. Ça demande un investissement de zinzin et surtout ça vous prend toute votre énergie. Je veux pas vous faire peur mais je pense que si c'est pas un job de passion, que vraiment ça vous prend les tripes, vous pouvez pas tenir, vous pouvez pas vous lever le matin, vous pourrez plus après continuer le soir en terminant, en rentrant chez vous, c'est impossible. Il faut vraiment en vouloir à 3000%. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais être maîtresse, c'est pas juste on apprend à lire et à écrire. Franchement, c'est pas ça. On fait 10 000 métiers à la fois. On est gendarme, on est maman, on est prof de théâtre, on est infirmière, on est tout à la fois. Franchement, c'est un truc de malade mental. Je pense que même moi qui étais vraiment très préparée, et j'adore ça, enfin je vais pas monter mon école si jamais ça me prenait pas les tripes, mais c'est très difficile. Franchement, le soir, vous rentrez, vous êtes
chaos technique. Rien que la nuisance sonore, le bruit perpétuel dans vos oreilles, c'est hyper fatigant et ça vous demande beaucoup d'énergie et surtout que, après tout le monde n'est pas pareil, mais moi je sais que je faisais carrément le théâtre pour mes élèves, donc en fait vous donnez tout le temps d'énergie parce qu'il faut faire des grands gestes, il faut parler fort, il faut danser, il faut chanter, il faut, vous voyez, vous donner vraiment toute votre âme pour vos élèves et du coup le soir vous arrivez chez vous, vous avez plus d'énergie du tout. Moi, ma batterie elle était à 0% tous les soirs et il me fallait 10 heures de sommeil pour être requinquée. Franchement si je me couchais après 20h30 mais j'étais même pas capable d'assumer le lendemain. Donc voilà, c'est magnifique, c'est très beau, vous avez plein d'avantages à être maîtresse, vous avez plein de bonnes choses, les élèves vous le rendent fois 1000, vous avez plein d'amour, tous les élèves vous disent tout le temps oh t'es maîtresse, je t'aime maîtresse, t'es trop belle maîtresse et ci et ça, donc ça vous remplit d'un côté mais de l'autre vous donnez sans cesse aussi, donc voilà, c'est à prendre en compte. Quel est mon meilleur et mon pire souvenir en tant que prof des écoles? J'en ai tellement. Mais j'en ai tellement, en 2 ans il s'est passé tellement de choses. Je pense que mon meilleur souvenir c'est quand j'ai mon petit Taurine qui parlait pas un mot français. J'avais PS, MS. Du coup la première année j'ai eu les PS et la deuxième année mes PS sont montés en MS donc je les ai gardés. Et donc la première année j'avais ce petit Taurine. Je peux me permettre de vous dire son nom et de parler de lui parce que sa maman est complètement d'accord, elle me suit sur les réseaux et elle adore ce que je fais. Donc en fait ce petit Taurine est arrivé de Miami, il est né à Miami, il a grandi à Miami et il est arrivé en France l'année de ses 3 ans, donc pour la petite section. Et en fait il a fait, je pense, un genre de rejet de la France. Et toute l'année de petite section, il ne disait pas un mot de français. Dès que je m'approchais de lui, il me disait I'm not your best friend. Je suis pas ton meilleur ami. Il voulait pas du tout me parler. Franchement, je crois même qu'il me détestait pour vous dire la vérité. Tout ce qui était en lien avec le français, il ne voulait rien, mais rien savoir. Et après, c'est normal, il est petit, c'était beaucoup de changements, etc. Et il est arrivé en MS et il a eu un déclic et il s'est mis à vraiment aimer venir à l'école et aimer être dans ma classe et il s'est mis en, je pense, 1 mois à partir de la rentrée de septembre à parler français. En octobre, il me faisait des phrases et sa première phrase, aujourd'hui il y a des nuages. Et ça je m'en souviendrai toujours. Je pense que voilà, c'est ça mon meilleur souvenir. Il m'a fait une phrase complète et j'ai vu en fait dans son regard qu'il était trop fier de lui et il y a eu vraiment ce jour-là un déclic et en plus je suis trop contente parce que je l'ai filmé, j'ai filmé ce moment-là et voilà, ça je pense que ça a été vraiment dans mon cœur de maîtresse un des plus beaux moments que j'ai pu vivre. Mon pire maintenant moment de maîtresse, du coup ma première année en moyenne section j'ai eu un petit garçon qui était très difficile que je vais appeler Valentin. Voilà, je vais l'appeler Valentin. Avant de commencer l'école, en août, j'ai eu une réunion avec la directrice de l'époque qui m'a dit voilà, tu vas avoir dans ta classe un petit garçon qui s'appelle Valentin. C'est horrible pour lui de venir à l'école, il fait que hurler. Les maîtresses qui étaient du coup avant en PSMS ont demandé à changer de niveau parce qu'elles voulaient pas le revoir en MS, elles l'ont eu en PS et c'était vraiment carnage. C'est un de mes meilleurs souvenirs et de mes pires du coup en même temps. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait dès le premier jour avec ce petit garçon on a créé un lien unique. Je peux pas vous expliquer pourquoi, je me suis attachée fois 10 000 à cet enfant qui avait certes des difficultés mais qui au bout de quelques jours était content de venir à l'école. Il ne venait plus en hurlant, plus en pleurant, plus en tapant et en fait je pense qu'il avait juste besoin d'attention et juste besoin d'amour. Il avait un besoin de reconnaissance sans cesse, donc il m'appelait tout le temps « Marie, regarde !» et il venait toute la journée me faire des câlins. Et pourquoi je vous dis que c'est mon pire souvenir? Parce que du coup j'ai été prise à partie par les autres maîtresses, ma binôme d'anglais de MS du moment et la direction parce que on n'a pas le droit de donner de l'affection aux élèves. On n'a pas le droit de leur faire des câlins, sauf s'ils sont en danger ou cas d'extrême urgence. Là, on peut les protéger physiquement, si vous voulez, mais interdiction de donner de l'amour aux enfants. Et du coup, en fait, j'ai dû me battre avec l'école, me battre avec la direction, me battre pendant 1 an, parce que tout le monde était sur mon dos, alors que, très humblement, j'avais résolu le problème. Alors là, on me demande très souvent aussi, est-ce que le concours est difficile à avoir? Je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas fait un master MEF et du coup, je n'ai pas passé le concours.
Encore une fois, c'est très différent d'être professeur des écoles dans le système classique, dans l'éducation nationale. Moi, en fait, j'enseignais le français à des non-français. C'est pas le même critère. Et du coup, non, je n'ai pas passé le concours, donc je ne peux pas vous dire. Mais de ce que j'ai entendu, effectivement, c'est assez difficile à obtenir. Comment est-ce qu'on fait du coup pour postuler dans des écoles hors contrat en France ou à l'étranger? Il faut savoir que les écoles hors contrat, c'est un petit peu comme des entreprises. Vous devez faire des candidatures spontanées. Soit vous répondez à des appels d'offres sur Indeed, LinkedIn, etc., etc. Soit vous faites candidature spontanée, donc vous tapez sur Google école hors contrat près de chez vous ou où est-ce que vous voulez habiter. Vous regardez la liste, vous regardez ce que vous aimez pas, vos critères, etc. Et là, soit vous répondez directement à un questionnaire sur leur site internet, soit vous allez trouver leur adresse email, l'adresse email de l'école, et vous envoyez directement votre CV, votre lettre de motivation, un petit message par email pour postuler. C'est aussi simple que ça. Est-ce que j'ai des tips pour un stage à l'étranger? Alors là, non, c'est exactement pareil. Le stage que j'ai fait dans l'école franco-américaine de Miami, c'est pareil. J'ai envoyé un email, CV, lettre de motivation. Après, ils vous répondent ou pas, s'ils ont besoin ou pas, mais je sais que les stages, c'est quand même assez facile à trouver. Après, l'avantage que j'avais, c'est que j'étais déjà sur place. Je vivais déjà à Miami quand j'ai postulé, donc il n'y a pas eu de problème de logement, de ci, de ça. Et en dernier, quel niveau est-ce que je préfère enseigner? Alors, j'ai pas fait tous les niveaux. J'ai fait maternelle, CP, CE1, CE2. J'ai jamais fait de CM, mais je sais d'avance que je ne suis pas faite pour être maîtresse de CM. Pour plusieurs raisons, je pense que je suis disponible pour être là physiquement pour les enfants. Donc aider à mettre le manteau, aider à se moucher, aider à aller aux toilettes, aider à se laver les mains, etc. Alors que, à l'inverse, les CM, les grands, donc 9-10 ans, ont plus besoin de ce contact physique, mais ont plus besoin d'être là psychologiquement. Ce que je suis incapable de faire, je suis incapable de gérer des enfants de 9-10 ans qui ont besoin de support plus mental que physique. Du coup, pour avoir fait de PS à CE2, je pense que mon niveau de prédilection se situerait entre grande section et CP. Ce que j'adore, c'est qu'ils sont encore tout petits. Ils ont encore besoin d'une maîtresse là physiquement, mais ils sont quand même plus autonomes. Je trouve ça plus intéressant même au niveau des apprentissages, l'entrée dans la lecture. C'est quand même très important pour eux ce passage de petit à moyen. Donc est-ce que je me vois enseigner à l'étranger? Pourquoi forcément aux US, etc. Alors du coup il faut savoir que avec mes parents, ça fait 23 ans qu'on vient au même endroit, à Orlando en Floride, et que on est tous amoureux de cet endroit. Comme je viens de vous le dire aussi, j'ai fait 2 ans à Miami, donc je connais bien la Floride, je sais comment ça marche et j'adore ça, j'adore le fait qu'il fasse beau et chaud absolument toute l'année, que les gens soient hyper sympa, c'est une autre mentalité, on vous fait tout le temps des compliments, autre chose, c'est un autre monde. Après je suis moins fan de Miami que d'Orlando. Orlando c'est très famille, c'est très cocooning. Miami c'est un peu plus extravagant, c'est un peu plus on se montre, etc. Donc ça je trouve ça bien Miami quand on fait des études par exemple, où voilà, on a une vie un petit peu plus pour se construire, pour construire une famille, pour se poser. Je trouve que Orlando c'est la ville parfaite, c'est la ville idéale, c'est la ville des enfants. Il y a plein de parcs d'attractions, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à visiter, et du coup effectivement je me vois vivre ici. Je vous filme aussi un petit peu tout mon process pour une prochaine vidéo. Je vais demander du coup le visa E2, le visa investisseur. Il me faut 800 000 $ pour pouvoir investir ici, ce qui est énorme, mais je vais tout faire pour réussir à avoir les fonds et pouvoir commencer très rapidement à monter mon entreprise, monter mon école. Donc j'ai déjà pris contact avec un broker et une avocate, donc pour monter mon école ici. Ça se fait très très rapidement, très très vite. Je suis très bien entourée, donc ça je suis trop contente. J'ai pu rencontrer Julie, qui s'appelle Les Petites Aiguilles de Julie, sur les réseaux sociaux avec son mari Seb. Ils sont sous le nom de Family Magic Plus. Ils postent plein de choses sur Disney, leur aventure ici, et en fait eux ont par chance gagné à la loterie la green card, et en fait Julie donc est très impliquée dans mon projet pour monter une école. C'était aussi un rêve qu'elle avait, donc voilà, joint nos forces pour essayer de monter l'école le plus rapidement possible, et puis voilà, j'aimerais qu'elle soit la directrice académique de mon école, qu'on puisse avancer comme ça ensemble. J'ai déjà trouvé le nom de l'école et fait le logo. Malheureusement je peux pas vous partager ça maintenant parce qu'il faut que j'attende de revoir l'avocate
après pour voir si c'est pas un nom d'école déjà déposé. Dans l'idée, j'aimerais un nom français qui puisse se dire facilement en anglais. Je vous en dis pas plus. Si jamais c'est validé et que mon nom d'école est déposé, là je vous partagerai bien évidemment l'avancée des choses. Et du coup, la question suivante, quel type d'école j'aimerais faire? Dans l'idéal, ça serait une école bilingue, donc 50% français, 50% anglais. Chaque classe aura donc 2 maîtresses et ça roulera sur 2 fois 2 jours. Donc par exemple, les petites sections lundi mardi ont français, alors que les moyennes sections lundi mardi auront anglais. Et puis jeudi vendredi on switch. Donc les petites sections seront avec la maîtresse anglais et les moyennes sections avec la maîtresse de français. Le mercredi, ça sera pour les activités sportives et artistiques. Du coup, voilà, 50% de la semaine. Et surtout, faire une école où on aime venir. La priorité numéro 1, c'est de faire une école accueillante, bienveillante, former en continu mes enseignants pour pouvoir accueillir les enfants neuroatypiques, donc que ce soit TSA, TDAH, etc., etc., qui puissent être encadrés de la bonne manière et faire une école où on apprend par le jeu. Donc ça sera pas on s'assoit sur une chaise, on écoute la maîtresse et c'est tout. J'aimerais aussi que toutes mes maîtresses suivent la même méthodologie, donc il y aura 2 curriculums, le curriculum français et le curriculum américain, donc la base en fait des programmes nationaux, mais qu'on s'aligne sur la même méthode. Donc par exemple, je vous dis n'importe quoi, sachant que j'aimerais ouvrir du coup de TPS à CP dans un premier temps l'école, puis peut-être agrandir au fur et à mesure si jamais ça marche bien. Par exemple, toutes les maternelles suivront la méthode Access Édition et après les maîtresses adaptent comme elles veulent dans leur classe, mais qu'il y ait la même méthode. Pareil pour l'apprentissage de la lecture, j'aimerais qu'on suive la méthode de Céline Alvarez. Quand les enfants passent d'une classe à une autre, ils ont les mêmes méthodes, donc ils sont pas perdus, on recommence pas tout à zéro, etc., etc. Pareil pour les maths et tout ce qui s'ensuit. Après, j'aimerais faire aussi dans l'idéal une école jolie, où on s'y sent bien, et j'aimerais employer des maîtresses instagrammeuses, des maîtresses en tout cas qui partagent beaucoup sur les réseaux sociaux, qui sont à l'aise avec ça, et voilà, pouvoir partager au maximum toute notre vision de l'école et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Peut-être que je rêve, mais je pense que c'est pas infaisable. Alors j'ai beaucoup reçu des questions sur est-ce que j'ai prévu de faire un house tour de là où je vis, de Paris, de ici. Alors absolument pas. J'aimerais garder ça privé. Peut-être que je changerai d'avis, mais je pense pas en tout cas l'exposer à 100% sur les réseaux. Je pense que c'est important, même si on partage beaucoup, de pas tout partager, de garder une petite part pour nous. Et je vous avoue qu'en France, j'ai très peur de l'insécurité, des cambriolages, etc. Donc j'ai pas envie d'attiser un peu le truc et qu'on puisse reconnaître où je vis, ce que je fais, etc. Franchement, j'ai peur de rien. Je vous dis la vérité, j'ai pas peur des serpents, des araignées, de l'avion. Mais par contre, tout ce qui est cambriolage, etc., ça me terrifie au plus haut point, kidnapping et tout. J'ai très peur de ça, donc non. Cette question-là aussi, je l'ai reçue beaucoup. Qu'est-ce qui te permet de faire autant de voyages aux USA? Ton salaire d'enseignante privée? Point d'interrogation. Donc en gros, comment est-ce que je fais pour vivre? Alors, il faut savoir que quand j'ai quitté mon école en juin, j'ai signé une rupture conventionnelle. Donc j'ai été payée juillet, août, plus un calcul qui est fait en fonction de ton année d'ancienneté. Donc j'ai pu déjà vivre normalement juillet, août et avoir un petit plus, donc même jusqu'à septembre, pouvoir vivre sur mes économies et ce que j'ai touché. Mais il faut aussi savoir que je suis sur les réseaux sociaux, donc j'ai une auto-entreprise et je gagne de l'argent grâce à mes réseaux sociaux, grâce à mes collaborations, etc. Donc je donne de mon argent à l'URSSAF, mais ce qui est normal, voilà, gagne même mieux ma vie grâce aux réseaux sociaux qu'en étant prof, mais encore une fois, on fait pas prof pour gagner de l'argent, on fait prof vraiment par passion. Mais voilà, en tout cas, je peux continuer de vivre normalement sans avoir ce salaire de prof qui tombe tous les mois. Je vis juste très bien pour l'instant comme ça. Dernière question, on m'a demandé aussi pourquoi je voulais faire l'école à la maison à mes enfants. C'est vrai que ça, j'ai toujours rêvé de le faire, c'est un truc qui m'a toujours intéressée. Maintenant, si j'ouvre mon école, bien entendu que je ferai pas l'école à la maison, que mes enfants viendront dans mon école. J'ai pas envie que mes enfants se fassent harceler. Je sais malheureusement comment ça se passe dans les écoles. Il y a énormément de très bonnes profs et de profs qui le font encore une fois avec leur trip. Mais je sais aussi qu'il y a des profs qui aiment pas ou qui aiment plus leur métier, qui font ça un peu par dépit et ça me fait très peur. L'école à la maison, ça m'aurait permis de faire école seulement le matin et l'après-midi faire des activités artistiques, voir des musées,
activités, des trucs comme ça, mais ça je le ferai avec mon école. Donc j'ai plus besoin de faire l'école à la maison. Maintenant c'est vrai que ça me permettait d'avoir un regard sur l'éducation de mes enfants et surtout leur permettre d'aimer apprendre et d'avoir le contrôle dans le bon sens du terme de leur bien-être et de leurs apprentissages. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai répondu à un maximum de questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à m'en poser d'autres en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, que je puisse en faire une deuxième si jamais j'ai pas répondu à tout. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.